Bonjour, vous êtes bien sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler d'un accès facilité aux travaux parlementaires. On parlera également des cabinets d'avocats français face à la domination des géants anglo-saxons et enfin des priorités des entrepreneurs lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Carrère, CEO de Doctrine, pour parler de l'innovation, de l'accès facilité aux travaux parlementaires. Guillaume Carrère, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Je vous en prie, pouvez-vous nous parler de cette innovation qui permet un accès facilité aux travaux parlementaires? Bien voilà, la grande innovation effectivement, c'est que désormais, l'intention du législateur est disponible en quelques clics dans la plateforme Doctrine. Alors, on le sait, les avocats sont confrontés à un doute permanent, celui d'avoir eu accès à la bonne information, à avoir fait le tour d'un sujet de droit. Et il y a en parallèle une inflation législative, donc de profondeur de contenu, toujours plus de décisions de justice, toujours plus de lois. Mais il y a aussi d'autres types de contenus auxquels les professionnels du droit ont besoin d'avoir accès pour sécuriser leur position. Et parmi ceux-là, eh bien, l'intention du législateur, les documents parlementaires, eh bien, sont des documents très importants pour les professionnels du droit. Concrètement, comment ça fonctionne, votre innovation? Alors, historiquement, le sujet, justement, c'est que c'était extrêmement chronophage d'aller chercher de l'information sur le site du Sénat, sur le site de l'Assemblée nationale. Ce que nous disaient nos clients, c'est ça peut prendre des heures, des jours, voire parfois même des semaines. Et grosso modo, ils nous disaient, en fait, les informations sont silotées entre différents sites, et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, nous, on s'est attaqué à ce sujet-là, et donc ce que l'on fait dans notre plateforme, c'est qu'on centralise l'ensemble des documents qui sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis la 15e législature. Donc ça fait près de 280 000 documents qu'on a pu centraliser sur notre plateforme. Ça, c'est la première étape. L'idée, c'est d'avoir un accès simple à ces travaux parlementaires. Exactement. Tout à fait. Et parce que donc de ces 280 000 documents, et ensuite on a créé des liens avec des millions de documents, et on donne la possibilité aux professionnels du droit de venir faire des recherches directement dans une seule barre de recherche sur tout ce visier d'informations, mais aussi de les croiser avec le reste de l'information. Et ce sont des informations très précieuses parce que on le sait, quand une loi est récente, par exemple, et que la jurisprudence, et vous connaissez bien le sujet, n'a pas encore été appliquée par les juridictions, eh bien, typiquement, c'est un moment où l'intention du législateur est clé pour bien comprendre une problématique. Ensuite, sur des sujets aussi très précis, parfois où le cadre est flou, etc., revenir à l'intention du législateur, c'est très important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'était très chronophage, eh bien, les professionnels du droit soit le faisaient, mais y passaient des heures, soit ne le faisaient pas du tout par problématique de temps. Et donc, grâce à cette innovation, maintenant, ils le font en quelques minutes. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est un moteur de recherche avec des filtres. Comment concrètement on peut accéder plus facilement à ces documents parlementaires? Alors, nous, on a créé une plateforme d'intelligence juridique qui centralise toute l'information disponible. Et en fait, la valeur de Doctrine, au-delà de centraliser, c'est derrière de contextualiser cette information, c'est-à-dire de croiser toutes les informations les unes avec les autres et de créer des liens. Et donc, en temps réel, tous ces documents sont accessibles. Alors, bien évidemment, vous pouvez requêter une thématique dans la plateforme pour vous renseigner sur un sujet, mais vous pouvez aussi, quand vous êtes en train de consulter un article de loi, par exemple, dans Doctrine, en quelques secondes, comprendre pourquoi il a été modifié et revenir directement à l'origine de cette modification en accédant au débat, en accédant aux études d'impact, en accédant aux amendements, etc. Et tout ça en un temps record. Et donc, nos clients, aujourd'hui, nous disent qu'ils gagnent un temps faramineux et surtout qu'ils arrivent à sécuriser leur position de façon beaucoup plus simple qu'avant. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ça correspond à une tendance, et même quand on discute avec nos clients, les directions juridiques ou avec les magistrats, ils nous disent qu'ils constatent de plus en plus de références à l'intention du législateur, même dans les conclusions ou dans les différents jeux d'écriture auxquels ils ont accès. Donc vous voyez, c'est, on va dire, un type de contenu juridique qui prend de plus en plus d'importance, et donc, pour ne pas avoir d'angle mort, eh bien maintenant, en quelques minutes, vous pouvez faire ce travail dans Doctrine et accéder à ça. Et donc, c'est unique sur le marché.
Et donc, on est très fiers de cette innovation et nos clients sont très heureux. Au-delà des professionnels du droit, est-ce qu'il y a d'autres types de personnes, d'entreprises qui utilisent cette fonctionnalité? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les retours sont très enthousiastes aussi de la part du Sénat et de l'Assemblée nationale. On a eu l'occasion de présenter notre travail auprès d'eux. Et donc là aussi, ils trouvent ça très intéressant et c'est des sujets qui peuvent les intéresser eux-mêmes. Alors, vous voyez, pour faciliter l'accès à cette fabrique, alors qu'eux-mêmes sont au cœur de ce processus. Pour terminer, vous travaillez sur d'autres innovations? Alors, on travaille toujours sur de nombreuses innovations. L'année dernière, c'est encore 3000 professionnels du droit qui ont décidé de faire confiance à Doctrine parce que justement, notre avantage, c'est un avantage qui est technologique. Voilà. Et ce qui est amusant, c'est peut-être qu'il y a 5 ans, nos clients nous disaient grâce à Doctrine, j'ai accès à plus d'informations. Il y a 3 ans, nos clients nous disaient grâce à Doctrine, je trouve plus facilement la bonne information. Et aujourd'hui, et notamment grâce aux documents parlementaires, nos clients nous disent grâce à Doctrine, j'ai une longueur d'avance, j'ai des certitudes, je n'ai plus d'angle mort, j'ai un avantage concurrentiel fort. Vous voyez? Donc voilà ce que l'on fait chez Doctrine, tout ça en apportant de la valeur sur de l'information juridique. Et donc on a plein d'idées de types de contenus sur lesquels on va pouvoir continuer à apporter de la valeur. Et je préférerais venir vous en reparler au moment où ce sera devenu une réalité. Eh bien avec plaisir, on va suivre tout ça avec attention. Merci Guillaume d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Vous êtes toujours dans Lex Insight sur Décideur TV et je suis en compagnie de Jérôme Bercé, avocat fondateur du cabinet Bercé, et on va parler des cabinets d'avocats français face à la domination des cabinets anglo-saxons. Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quelle analyse faites-vous du marché du droit et quelle est la place des cabinets d'avocats d'affaires français dans ce marché? Alors déjà, le marché du droit est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est quand même 46 milliards environ d'euros, c'est-à-dire environ 2% du PIB. Donc c'est massif, c'est 400 000 emplois si on inclut la Legal Tech, 360 000 sans la Legal Tech. Donc c'est quelque chose de très important. Dans ce marché, les cabinets français sont très présents, fort heureusement, et donc plusieurs cabinets français sont de très très haut niveau dans la compétition. Les cabinets anglo-saxons étaient totalement minoritaires il y a 20 ans dans le top 100 des cabinets français et sont devenus aujourd'hui majoritaires. Donc il y a un vrai sujet. Une des raisons, c'est qu'il existe une possibilité pour les cabinets anglais, largement utilisée, de faire appel à des capitaux, donc des fonds d'investissement ou même la bourse. Et les Français n'ont pas le droit de le faire. Donc pour vous, il y a une distorsion de concurrence? Clairement, il existe une distorsion de concurrence. Donc pourquoi certains compétiteurs ont le droit de faire appel au marché financier et donc de lever des sommes considérables. Les levées de fonds en bourse à Londres, c'est sur des valorisations très élevées. Et les Français, non. Donc c'est comme participer à une compétition sportive dans laquelle certains compétiteurs auraient les mains liées. Voilà. Donc, alors comment justement riposter face à cette domination anglo-saxonne? Quels sont les leviers pour les cabinets d'avocats d'affaires français? Alors, domination anglo-saxonne, moi, j'emploierais pas ce terme parce que, fort heureusement, certains cabinets français tiennent le haut du pavé. Il existe d'autres leviers. Le premier, évidemment, dans un métier d'expertise et de conseil, c'est d'attirer les talents. Et nous, par exemple, beaucoup de cabinets nous rejoignent de cabinets anglo-saxons, tant au niveau des associés que des collaborateurs. Donc, c'est un levier essentiel. La rémunération est un des aspects, donc d'où l'importance de lever des fonds, mais pas que. Donc le bien-être, la rapidité de prise de décision. D'ailleurs, face aux géants mondiaux, la capacité à prendre des décisions très vite, l'agilité, la réactivité est également un levier. Et puis, il y a, dans le phénomène international, les affaires sont devenues vraiment internationales, de plus en plus, il est très important de bien connaître ses correspondants étrangers. Ce n'est pas juste appartenir à un réseau, c'est avoir l'habitude de travailler avec eux, savoir qui est bon dans chaque pays. Et vous parliez de recruter des talents. Les cabinets d'avocats français sont encore attractifs? Oui, fort heureusement. Nous, on fait venir une équipe de financement d'un grand cabinet anglo-saxon dans quelques jours. Donc évidemment, il y a d'autres centres d'intérêt dans les cabinets français. Le fait de pouvoir prendre des décisions très vite, le fait de participer dans une équipe de très haut niveau, de Top Gun, de s'afficher différemment, d'avoir une offre différente, bien sûr, ça attire les talents. Pour conclure, comment vous voyez l'évolution de ce marché du droit et quelle pourrait être la
place dans le futur de ce marché pour les cabinets d'avocats d'affaires français? Il y a une évidence dans le futur, c'est qu'il y aura de plus en plus de legal tech. Donc la partie technologie prend une importance considérable, notamment l'intelligence artificielle. Donc ça, il faut le prendre en compte. Certains disent que les legal tech sont des concurrents des cabinets d'avocats. C'est vrai surtout dans certains pays, les États-Unis notamment, mais ce sont également des compléments. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intègre l'intelligence artificielle dans nos processus. Donc ça, c'est clairement l'avenir. D'autres perspectives en dehors de l'aspect numérique? Il faut faire évidemment l'internationalisation. Donc il y a des régions entières de la planète qui sont en train de s'ouvrir au marché du droit. Je pense essentiellement à l'Afrique. Et là, les Français ont une carte à jouer importante parce que un pan entier du droit africain, c'est de l'OHADA, qui est très très proche du droit français. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit sur ce marché, c'est indispensable. Et d'autres, voilà. Jérôme Berset, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside. Je suis en compagnie de Jérémy Josserand, avocat fondateur associé chez Josserand-Audoire et membre de Croissance Plus. On va parler des priorités des chefs d'entreprise pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Jérémy Josserand, bonjour. Bonjour. Alors, la France préside le Conseil de l'Union européenne. À l'occasion de cette présidence, quelles sont les priorités que veulent mettre en avant les chefs d'entreprise, notamment ceux membres de Croissance Plus? Écoutez, le Croissance Plus a publié le 9 décembre dernier un communiqué de presse qui reprend justement ces différents points. J'invite d'ailleurs tout le monde à aller consulter ce communiqué de presse sur le site de l'association. Il y a 4 grands thèmes, en gros. Le premier, c'est une problématique de financement. Les entreprises françaises et européennes attirent énormément le capital privé, donc au travers des fonds de venture et capital investissement. Et c'est vrai qu'en revanche, lorsqu'on veut faire appel au marché, les entrepreneurs français, start-up et autres, sont souvent amenés à aller aux États-Unis parce que le marché boursier est beaucoup plus actif, beaucoup plus souple. Et c'est vrai que le marché européen devrait être un petit peu assoupli sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième est un thème qui existe déjà, donc, puisque c'est le fameux Buy European Act ou le Small Business Act. Donc, c'est quelque part privilégier les entreprises nationales ou européennes dans la commande publique. Aujourd'hui, ces dispositifs ne sont que incitatifs et les entrepreneurs français et européens certainement aimeraient bien qu'on puisse pousser un petit peu plus pour forcer les acteurs de la commande publique à recourir plus aux PME françaises et européennes et à privilégier les entreprises européennes. Vous avez peut-être vu récemment l'Allemagne qui va lancer des satellites militaires et qui passe par un lanceur américain. C'est quand même dommage. Donc ça, ce sont deux grands thèmes. 2 autres qui sont plus des thèmes, je dirais, de protectionnisme intelligent, puisque vous le savez, un certain nombre de produits ou de services sont produits hors de l'Union européenne avec des normes environnementales notamment qui ne sont pas à la hauteur de celles que nous exigeons en Europe. Et donc, vous savez qu'un réajustement de cette problématique-là, alors on ne parle pas de taxe carbone ou de choses comme ça, mais en tout cas, trouver des mécanismes de réajustement serait intéressant. Et puis évidemment, toujours un peu un sujet qui revient de façon récurrente, mais qui est un peu intrinsèque à l'Union européenne, c'est le dumping social avec des pays au sein de l'Union européenne, des membres qui ne sont pas tous, je dirais, au même niveau d'exigence en termes sociaux. Et ça crée une concurrence déloyale au sein de l'Union qu'il faudrait arriver à, en tout cas, atténuer, si ce n'est l'éliminer totalement. Avec ces priorités que vous venez d'évoquer, quel est le message en fait que les entrepreneurs veulent faire passer? Le message, je pense qu'il est assez clair. Il est que effectivement, les entrepreneurs français et européens, je pense, sont très favorables à l'Union européenne, puisque c'est quand même un grand marché, c'est quand même la possibilité pour eux d'avoir un marché beaucoup plus large que leur marché national. Donc ça, c'est très bien. En revanche, c'est vrai qu'il faut arriver à ne pas rentrer dans une sorte de libéralisme à tout crin et arriver quand même à mettre des règles du jeu qui soient acceptables pour tout le monde et qui permettent aux entrepreneurs français et européens de se développer sereinement. Alors, si on prend l'action de l'Union européenne en faveur des entreprises, quel bilan faites-vous de cette action?
Globalement, on peut dire que c'est positif, évidemment, puisque depuis la création, on ne va pas remonter jusqu'à la création de la CECA, mais en tout cas, depuis la mise en place du grand marché, cela a été très favorable au développement des entreprises européennes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de nouveaux défis, je dirais, dans la mondialisation, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces problématiques environnementales. Il ne faut pas oublier que l'Europe, au-delà d'être un grand marché, c'est aussi un ensemble avec des valeurs fortes, avec des valeurs environnementales, ESG, c'est très à la mode, d'inclusion, etc. Et ça, il faut que l'Union européenne arrive à le préserver par le fait d'essayer de mettre un peu tous ses partenaires, on ne va pas parler de concurrents, mais tous ses partenaires un peu au même niveau, en tout cas tendre vers le même niveau de normes sociales, etc. Jérémy Josserand, merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Merci à tous et à tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.